Eh bien, bonjour, chers amis. Nous n'allons pas nous faire un quart d'heure académique, mais 5 minutes seulement. Et je me suis dans la situation embarrassante d'être à la fois présentateur et présenté, puisque d'habitude je présente les personnes qui interviennent. Aujourd'hui, c'est moi qui interviens. Et donc, comme le nom l'indique, je suis Jean-Noël Robert, mais non pas le latiniste, mais le spécialiste, enfin le spécialiste, celui qui s'intéresse aux choses japonaises. Et je suis aussi professeur au Collège de France, où j'ai un cours sur une chaire sur la philologie de la civilisation japonaise, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais je vais vous donner pendant cette petite heure quelques reflets du cours que j'ai donné cette année justement et qui s'inscrit assez bien dans cette série de conférences sur les sagesses d'Orient et d'Occident. Comme vous l'avez vu, pour ceux qui ont eu la gentillesse, la persévérance de venir dès la première conférence jusqu'à celle-ci, qui est la 4e, bien que les conférenciers ne se soient pas du tout concertés entre eux, il y a un certain fil directeur qui est que la sagesse, en fin de compte, et contrairement à ce que l'on peut tirer des livres sapientiaux de la Bible, eh bien, la sagesse, c'est quelque chose qui ne vient pas du ciel, mais qui est sur terre, et qui même parfois est parallèle, voire antagoniste à ce qui vient du ciel. Notre collègue François Desroches, la dernière fois, l'a bien montré avec cette idée d'une rikma, presque un recueil oral ou écrit de sagesse qui est parallèle au Coran et auquel le Coran peut parfois se référer en changeant un peu justement le contenu, parce que le contenu est trop terrestre. Alors, cette fois-ci, je vais essayer, comme vous le voyez, nous n'avons que 8 conférences, nous sommes à la moitié des 8 conférences. Évidemment, il manque beaucoup de choses, vous en êtes bien aperçus, et j'ai la tâche un peu surhumaine ou invraisemblable de traiter à moi tout seul l'Extrême-Orient, l'Asie orientale, le monde chinois en tout cas. Et c'est une gageure qui relève de l'impossible. C'est pour cela que j'ai pris le parti de commencer par la fin, mais ce sera quand même la fin de ma conférence, et de prendre pour point d'arrivée et de rebond la pensée d'un auteur japonais du XVIIIe siècle que l'on a parfois présenté comme un iconoclaste, quelqu'un qui détruit non pas les idoles et les images, mais les doctrines, et qui a pris à bras-le-corps ce qu'on peut appeler la sagesse, je reviendrai un instant, traditionnelle de l'Extrême-Orient telle qu'elle était arrivée au Japon au cours des siècles. Il a voulu en faire table rase et proposer sa propre sagesse. Et vous verrez que, ce n'est peut-être pas révolutionnaire, mais ce qu'il va nous dire, la critique qu'il va faire de ce qu'il a précédé, nous permet de faire un tour d'horizon, non pas complet, mais qui peut nous aider à nous représenter ce qu'était pour le monde de l'Extrême-Orient, des sagesses traditionnelles. Il est pour le coup, le pluriel est à garder. Alors, quand je parle d'Extrême-Orient ou d'Asie orientale, je pense ici à une aire géographique et culturelle assez précise. C'est, disons, le monde c'est un terme, j'aime inventer, ou reprendre des termes qui sont parfois un peu, qui sonnent de façon un peu cryptique parfois, mais ce que j'appelle la synoglossie, c'est-à-dire l'ensemble des pays de l'Extrême-Orient qui ont comme langue ou écriture référentielle, sapientielle, si vous voulez, même se rapportant à la sagesse, pour utiliser le vocabulaire de quelques collègues, ont pour base de leur éducation et de leur pensée le chinois classique.
le chinois classique, qui s'est développé, qui s'est institutionnalisé comme référence d'éducation et de pensée dans les grandes aires géographiques que sont bien sûr la Chine, mais aussi la Corée, le Japon et le Vietnam. C'est le minimum de ce qu'on peut appeler l'ère, le monde sino-glossique. On parle aussi il y a d'autres termes, le monde sinitique, le monde sinophonique. Je préfère utiliser le terme de sinoglossie, bien qu'il soit parfois utilisé dans d'autres sens actuellement. Ce qui est pratique dans ce domaine de la sinoglossie, c'est qu'il y a eu depuis longtemps, les Chinois écrivent depuis longtemps, enfin, dans une écriture qui est à peu près compréhensible du monde actuel depuis au moins, disons que depuis 500 avant Jésus-Christ, bien sûr ça commence avant, mais on peut reconnaître plus ou moins l'écriture chinoise sans trop de difficulté à partir des environs de 500, enfin je vais en expliquer. Eh bien, dans cette sphère sinoglossique, on a très longtemps réfléchi sur justement la pensée, les religions, les doctrines, et on a développé l'idée qu'il y avait 3 doctrines principales. Alors, excusez-moi, je pense, voilà. C'est ce qu'on appelle la prononciation japonaise est toujours plus facile, n'est-ce pas? C'est celle que vous avez en second en caractère latin, Sankyo, n'est-ce pas? Les 3 doctrines, on peut appeler ça les 3 doctrines, les 3 religions, les 3 enseignements, tous se valent, on pourra en discuter après. Et ces trois doctrines ont en commun, et c'est l'axe, c'est le cas de le dire, de ma conférence, ont en commun le terme de Tao, n'est-ce pas, de Do, de la voie. C'est-à-dire ces 3 doctrines proposent une voie qu'il faut parcourir jusqu'à son terme. Et ce parcours, cette méthode, en grec, vous savez, dans méthode, il y a le mot odos, la voie aussi. Donc, cette méthode est donc la sagesse qui est à la fois le moyen de parcourir cette voie et le but auquel elle doit faire atteindre. Donc il y a une sagesse pour parcourir et une sagesse que l'on acquiert à l'arrivée, dans 2 dimensions différentes. Ces 3 doctrines, je le dis très sommairement, n'est-ce pas? C'est le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Comme vous le voyez, comme vous le savez, c'est probablement, les 2 premières doctrines, confucianisme et taoïsme, sont chinoises autochtones. La 3e, le bouddhisme, n'est pas chinoise, mais c'est peut-être la seule religion, la seule doctrine, la seule voie étrangère qui se soit installée définitivement, non seulement en Chine, mais par l'intermédiaire de la Chine, par l'intermédiaire de la sinoglossie, dans les trois autres zones périphériques de l'Extrême-Orient. Donc, à date très ancienne, mais on peut dire que les premiers traités systématiques prenant en compte les 3 religions en même temps, c'est-à-dire il y a tout un genre littéraire d'Extrême-Orient qui est les traités sur les 3 voies, eh bien ça commence assez tôt, ça se formalise quasiment autour de l'an 800 au Japon, et c'est repris après périodiquement jusqu'à l'époque moderne. Et nous verrons que le penseur auquel nous arriverons tout à l'heure, donc qui est lui du XVIIIe siècle, donc vous voyez, pendant 1000 ans, et à vrai dire pendant plus de 1000 ans même, ces 3 voies sont vraiment la grille de lecture de l'Extrême-Orient. Et je vous ai mis une 4e voie, puisque comme dans les 3 mousquetaires, il faut que les 3 soient 4, qui est propre au Japon, qui est la dernière, la voie des dieux, le Shinto, et vous voyez qu'il est aussi il se finit aussi par le caractère qui veut dire voie, la voie des dieux, qui est un terme chinois aussi à l'origine, je ne vais pas entrer dans les détails, et qui va présenter une sorte de solution japonaise à
cette dialectique, voire polémique, entre les trois voies. Alors, ces trois voies sont relativement différentes. On a parfois cherché à les unifier au sein souvent au sein du bouddhisme, n'est-ce pas, le bouddhisme étant présenté comme le point d'aboutissement des deux premières, mais elles sont suffisamment différentes pour être présentées systématiquement. Alors, je vais vous esquisser, mais très très rapidement, le contenu de ces voies et surtout le produit, c'est-à-dire le sage, l'idée du sage que chacune des voies produit, n'est-ce pas? Et on verra que c'est assez différent. Alors évidemment, ne prenez cela que comme quelques indications très très brèves. C'est presque chronologique. Disons que le confucianisme et le taoïsme, de la façon dont je vous le présente, sont pratiquement contemporains. Je simplifie vraiment très grossièrement et je prie ceux qui s'y connaissent de m'excuser, mais je pense que c'est une bonne façon une façon pratique de présenter. Et il faut aussi penser que c'est la façon dont les Japonais, donc mon point d'aboutissement du XVIIIe siècle, considéraient cela. Donc, pour un Japonais du XVIIIe siècle, je ne me trompe pas trop, en quelque sorte. Alors, donc, je vais prendre et je vais faire par ordre ascendant, en quelque sorte, c'est-à-dire du plus terrestre jusqu'au plus métaphysique. Et donc, la première, c'est évidemment le confucianisme. Le confucianisme qui est alors, je n'entre pas dans les détails. Vous voyez que le mot chinois zhujiao, n'est-ce pas, pour dire confucianisme, il n'y a pas le mot Confucius dedans. Je ne reviens pas sur cette question, ça peut faire l'objet d'une question tout à l'heure. Alors dans le taoïsme, c'est la doctrine du Tao, justement, la doctrine de la voie. C'est la voie par excellence. La voie, c'est le Tao, comme ceux qui ont lu Tintin le savent, n'est-ce pas? Et donc le bouddhisme, qu'on peut appeler aussi Butsudo, c'est-à-dire la voie de Bouddha. Donc, alors je vais commencer par Confucius. Confucius, donc vous avez les dates ici, n'est-ce pas? Disons, grosso modo, autour de l'an 500 avant Jésus-Christ. Je vous donne aussi, pour faire bonne mesure, le nom de l'un de ses disciples indirects, mais très connu, dont vous remarquerez que les deux noms, Confucius et Mencius, sont furieusement latinisés, c'est-à-dire que nous devons cette appellation aux missionnaires européens du XVIIe siècle qui ont présenté très tôt ces doctrines qui étaient en quelque sorte les plus facilement abordables pour les Européens. C'est ça il y a un côté propédeutique dans le confucianisme qui permet de donner un semblant de plateforme commune pour la discussion. C'est une doctrine essentiellement morale, et qui s'occupe d'assurer la place de l'homme et de la femme, bien sûr, dans la société. Il prône les 5 vertus, ce qu'on appelle les 5 constances, qu'il se doit que tout adepte de cette voie doit cultiver, à savoir, je vous les donne ici, alors je donne des traductions les plus courantes ou ce qui me semble les moins fausses. Évidemment, il y a beaucoup de discussions possibles là-dessus. Je vous les donne simplement à titre indicatif. Donc, vous avez d'abord la bienveillance ou la bonté, n'est-ce pas, ou la bonté humaine. Ensuite, vous avez la justice ou la droiture. Ensuite, la courtoisie, qu'on appelle aussi l'étiquette ou le rite, n'est-ce pas? Tout est englobé dans ce terme de li, n'est-ce pas? Rai en japonais, ou rei parfois. Ensuite, vous avez la sagesse qui nous intéresse ici. Et je vous donne ici, je reviens dans un instant sur cette appellation, qui est la 4e de ces 5 constances. Je vous donne l'ordre le plus répandu, et vous voyez qu'elle n'est qu'en avant-dernière position. Et vous avez la dernière, shin, n'est-ce pas, qui est la sincérité, la bonne foi, la confiance. Donc la sagesse fait partie des 5 constances. Et
je ne peux vous donner que quelques indications, mais vous verrez, et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver quand même dans ces trois doctrines, c'est que la sagesse, et c'est là que nous sommes en prise, dans la continuité de nos trois premiers conférenciers, la sagesse n'est pas la sagesse transcendantale à laquelle nous sommes habitués, ou la sagesse mystique que nous pouvons trouver peut-être dans l'hermétisme ou voir dans la philosophie grecque. La sagesse est toujours une sagesse, disons, je dirais presque pratique. Et vous en avez une très bonne définition, une très bonne indication dans le livre de Confucius, qui est le livre attribué à Confucius, enfin qui n'est pas de Confucius, mais qui recueille les propos de Confucius, qui s'appelle le livre des Entretiens, et qui est, ou qu'on appelle parfois les Analectes de Confucius, n'est-ce pas, qui sont des recueils des paroles attribuées à Confucius ou dans ses dialogues avec les disciples. Et il parle, par exemple, il définit ce terme de sagesse. Il y a deux termes pour sagesse, vous voyez. Dans les livres des Entretiens, c'est le premier qui est utilisé, qui veut dire à la fois sagesse et savoir faire quelque chose. Alors que les deux se prononcent à peu près de la même façon. Enfin, ils ont des tons différents en chinois, mais en japonais, ils se prononcent de la même façon. Le premier, disons, est plus matériel que le second. Et si l'on peut mettre des niveaux de sagesse, cette seconde sagesse est plus élevée. Mais dans cette pensée de Confucius, n'est-ce pas, il donne ici ce qu'est pour lui la sagesse. C'est, disons, s'évertuer, s'efforcer à la justice parmi les hommes. Vous voyez, c'est la deuxième des constances. Et, ça c'est très intéressant, respecter les dieux, les dieux au sens le plus vaste, en les tenant à l'écart. C'est-à-dire, on ne se mêle pas de l'au-delà. C'est ce qu'on peut appeler la sagesse. Et puis ensuite, pour montrer, alors c'est quelque chose qui est une autre citation de Confucius qui est très intéressante, c'est celle-ci, où il montre sa défiance, je crois on peut dire. En tout cas, c'est comme ça que c'est reçu à l'époque dans le Japon, disons pré-moderne, sa défiance à l'égard du sage, à l'opposé ou au regard de ceux qui cultivent d'autres des 5 vertus principales. Vous voyez, le sage, vous voyez, celui qui sait, le sage se complaît ou se plaît à l'eau. Bon, ce n'est pas une publicité pour les bains, mais disons, se délecte de l'eau. Alors que celui qui est bon, n'est-ce pas, se délecte se complaît à la montagne. Là non plus, on a l'impression que ce sont des affiches de syndicats d'initiative, mais je vais vous expliquer l'instant après. Le sage est dans l'action, n'est-ce pas, est mobile. Le bienveillant, le bon, est dans l'immobilité. Et alors, l'une des façons dont on explique cette citation, c'est que justement, le sage étant une sagesse opérative, opérationnelle, le sage s'adapte aux circonstances, il fait toujours ce qui lui semble le meilleur pour atteindre son but, donc il est stratège, tacticien, alors que celui qui a pour règle de vie la bonté, la bienveillance, et vous voyez que le terme chinois est glosé, le terme chinois pour bonté et bienveillance, vous avez le chiffre 2 et puis la clé de l'homme. Donc c'est ce... Alors, bon, on pourrait faire des plaisanteries un peu bêtes, mais naturelles, c'est ce que font 2 personnes ensemble, n'est-ce pas? Donc c'est la bonté jaillit du contact de 2 personnes. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas traficable, n'est-ce pas? C'est bien plus constant que les autres. Alors, quels sont les gens, ceux qui pratiquent la voie et qui arrivent à la voie dans le confucianisme? Alors, c'est un peu compliqué. L'idéal humain de Confucius, c'est ce qu'on appelle le junzi, n'est-ce pas, le kunshi en japonais, qu'on peut traduire de plusieurs façons.
au risque de me faire taper sur les doigts si près de l'Académie française, je pense que l'une des meilleures traductions qui est faite par le grand sinologue belge Simon Leys dans la traduction anglaise des Entretiens de Confucius qu'il avait fait, c'est « gentleman ». Alors, on pourrait traduire par gentilhomme en français. Et vous voyez que gentleman ou gentilhomme dans le sens ancien n'implique pas une sagesse, mais plutôt une façon de vivre et de se conduire en société. Et c'est un peu cela qui est le but du confucianisme, n'est-ce pas? Je vous donne ici, on peut contraster le gentleman, n'est-ce pas, qui n'est pas a priori, qui est sage bien sûr, mais dont la sagesse n'est pas l'attribut principal, au sage proprement dit, qui est Ken en chinois, et qui lui se décale un peu du gentleman, parce que le gentilhomme, si vous me permettez de prendre ça dans le sens de l'anglais gentleman, le gentilhomme est dans le monde, mais le sage, lui, comme le dit cette autre citation de Confucius, le sage fuit le monde, fuit les tourments, les turbulences de l'âge. Il fuit. Sinon, parmi les sages, il y a ceux qui fuient le monde. Ensuite, il y a ceux qui fuient leur patrie, la terre où ils sont, à cause d'un mauvais gouvernement. Il y a ensuite ceux qui fuient la pompe, non pas pour obtenir l'eau, mais pour, disons, les grandes solennités, voire peut-être aussi la turbulence amoureuse, c'est ambigu. Et il y a ensuite ceux qui fuient la rhétorique mensongère. Donc vous voyez, le sage, même dans le confucianisme, a déjà un aspect de celui qui fuit le monde. Alors que le gentilhomme, lui, eh bien, même s'il n'est pas connu des autres, il ne s'en indigne pas, il reste le gentilhomme. Et c'est donc quelqu'un qui est dans sa morale, dans sa moralité et dans sa fonction à l'égard de l'État, du gouvernement, et qui reste immuable. Et Confucius le définit d'un mot, le gentilhomme ne s'utilise pas comme un récipient, c'est-à-dire on ne peut pas, le gouvernement, je vous donne mon interprétation de ce texte très discuté, nous pourrons reparler après, mais voilà, il ne s'utilise pas comme un récipient que l'on peut remplir, vider à sa guise, c'est quelqu'un qui agit indépendamment. Donc, voici pour le confucianisme, très rapidement, je détourne un peu une expression chinoise qui dit contempler les fleurs au galop du cheval, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons en ce moment. Mais ensuite, nous avons Lao Tzu. Lao Tzu est dans l'historiographie chinoise pratiquement contemporain de Confucius. Il est légèrement plus âgé. Et d'ailleurs, nous avons cette image très célèbre, cette anecdote très célèbre, je vous donne du chinois pour décorer, bien sûr, cette anecdote très, très célèbre qui est consignée dans un livre d'histoire d'un peu avant le tournant de l'ère chrétienne, n'est-ce pas? Confucius rencontre Lao Tzu et répète à ses élèves, dit à ses élèves l'impression qu'il a eue en rencontrant Lao Tzu. Alors vous voyez, c'est pour ça que je parle d'ascendance. Donc c'est Confucius qui parle. Et ce n'est pas un livre de propagande pour Lao Tzu, ce sont les mémoires historiques de Sima Qian, n'est-ce pas, qui est vraiment le grand historien chinois du IIe siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, il dit, voilà, Confucius, après avoir rencontré Lao Tzu, bon, c'est peut-être imaginaire, dit « Les oiseaux, je sais qu'ils peuvent voler. Les poissons, je sais qu'ils peuvent nager. Les animaux, je sais qu'ils peuvent courir. Pour ceux qui courent, il y a les filets. Pour ceux qui nagent, il y a les nasses. Pour ceux qui volent, il y a les flèches. Mais quand on arrive au dragon, là, je ne peux pas le comprendre. Il navigue sur les nuages et le vent et monte vers le ciel. Aujourd'hui, j'ai rencontré Lao Tzu. Il est comme le dragon. Bon, vous voyez que c'est plutôt élogieux.
Et alors, Lao Tzu a comme, je vais revenir dans sa doctrine dans un instant, a comme disciple indirect un personnage tout à fait mystérieux, donc qui est peut-être du IIIe siècle, mais Chuang-Tzu, n'est-ce pas, qui est surtout le titre d'un livre dont un certain Chuang-Tzu a peut-être été l'auteur d'une partie, mais qui est aussi une compilation. Et je vous donne ici pour donner cette petite ouverture vers la Chine, vers le Japon du XVIIIe siècle. L'une des scènes principales du Chuang-Tzu, Soshi en japonais, ou Soji, n'est-ce pas, c'est cette fameuse histoire de Chuang-Tzu. Vous avez une peinture japonaise ici, Chuang-Tzu rêvant du papillon, n'est-ce pas? Chuang-Tzu, le rêve du papillon. Chuang-Tzu rêve du papillon. Il se réveille et brusquement il se demande, est-ce que c'est moi, Chuang-Tzu, qui rêvais du papillon, ou bien est-ce que c'est le papillon qui rêvait qu'il était Chuang-Tzu? Est-ce que je suis Chuang-Tzu dans le rêve du papillon, ou est-ce qu'il y avait un papillon dans le rêve de Chuang-Tzu? Alors, je vous donne une petite, quelque chose qui est que je trouve très amusant, justement un peu de l'époque dont nous allons parler. Les Japonais, cette histoire est très célèbre, et dans l'histoire de l'art japonais, il y a ce qu'on appelle comme thème les transpositions. C'est-à-dire les Japonais prennent des scènes célèbres, mitate en japonais, prennent des scènes célèbres de la littérature chinoise ou de la poésie, et puis les transposent dans leur propre monde, qui est le monde du XVIIIe, XVIIe siècle, qui est souvent le monde des courtisanes, n'est-ce pas, des geishas, si vous voulez, et il y a quelque chose de très intéressant et qui en même temps est fondé sur une doctrine bouddhique selon laquelle le monde a deux dimensions. Nous avons notre dimension ici, et puis vous avez la dimension supérieure, et la dimension supérieure se reflète dans la dimension inférieure. Et donc vous voyez une courtisane de l'époque d'Edo, qui est quand même lettrée, hein, n'est-ce pas, puisqu'elle a des livres chinois à côté d'elle, et vous voyez que c'est encore un démenti sur l'analphabétisme des femmes dans les sociétés japonaises, parce qu'on sait bien que ce n'est pas vrai, mais il est toujours bon de le rappeler. Et vous voyez, il y a le papillon ici, donc cette fois, est-ce la courtisane qui rêve qu'elle est Chuang-Tzu et le papillon, etc., etc. Donc c'était juste une petite digression. Donc nous avons Chuang-Tzu. Alors qu'est-ce que le taoïsme dans tout cela? Eh bien justement, le taoïsme, comme le nom l'indique, c'est la doctrine du Tao. Seulement le Tao, il n'est pas facile à définir. Et tout le monde connaît le début du célèbre livre de la voie et de la vertu, le Tao Te Ching, n'est-ce pas, attribué à Lao Tzu, qui est un livre très court, de 81 courts paragraphes, qui commence par cette célèbre citation, la voie, puisque Tao veut dire voie, la voie que l'on peut voyer, la voie voyable, n'est-ce pas, la voie que l'on peut utiliser comme voie n'est pas la voie constante, n'est pas la voie éternelle. Donc la voie est ineffable. Là aussi, je vous donne l'une des traductions possibles de ce texte. Donc la voie est quelque chose d'universel, mais que on ne saurait jamais épuiser. Il y a aussi cette citation très connue et qui nous dit tout sur ce qu'est la voie, n'est-ce pas? L'homme, ici ce sont les trois dimensions de l'univers pour les Chinois anciens, n'est-ce pas? L'homme, donc, prend pour modèle ou prend pour loi la terre. La terre prend pour modèle, prend pour loi le ciel. Le ciel prend pour modèle le Tao, la voie. Et le Tao ne prend pour voie que lui-même. Ici, ça ne veut pas dire la nature. Hein, surtout, il ne faut pas faire beaucoup de gens pensent que ça veut dire la nature, mais le Tao ne prend pour voie que ce qu'il est lui-même. Donc, vous voyez, le Tao est autoréférentiel, mais c'est en même temps cet endroit extraordinaire auquel on doit parvenir. Et là, encore une fois, il y a une sorte d'évaluation de la sagesse pour parvenir à cette voie. La sagesse est quelque chose qui peut faire obstacle. Je vous donne, je suis obligé d'abréger un peu, mais je vous donne deux citations assez importantes. Vous voyez, la grande voie, si la grande voie disparaît, c'est-à-dire dans le monde où nous vivons,
reste alors la bonté et la justice. Vous voyez, les deux constances du confucianisme. Quand la sagesse, et là c'est le terme, Lao Tzu utilise l'autre terme plus compliqué pour sagesse, Zhehui, qui va être repris après par le bouddhisme, qui n'est pas chez Confucius, mais qui est chez Lao Tzu. Lorsque la sagesse apparaît, c'est qu'il y a de grandes tromperies. La sagesse n'intervient, on a besoin de discernement, que il faut discerner le vrai du faux, c'est-à-dire que lorsque les choses se sont dégradées. N'est-ce pas ? Donc, et je vous donne aussi cette autre citation ici. Si l'on renonce à la sainteté, si l'on rejette la sagesse, le peuple, les intérêts du peuple en sont augmentés de 100%, je dirais. Si l'on renonce à la bonté humaine, si l'on abandonne la justice, eh bien, parmi le peuple, la piété filiale et la bienveillance renaîtront. Donc vous voyez, il y a, dans le taoïsme, il y a un rejet de tout ce qui est conceptualisé et ne pas essayer de s'arrêter à des catégories. Alors ceux qui font ça, qui sont-ils ? Là, on n'est plus du tout dans le gentleman du confucianisme. Nous avons les immortels, n'est-ce pas ? Ceux qui arrivent au bout du taoïsme, ce sont les immortels qui, qu'on appelle aussi les hommes véritables, qui, eux, transcendent le monde des hommes. Je vous donne deux images d'immortels, l'un sur sa grue, n'est-ce pas, l'oiseau, n'est-ce pas, et l'autre sur sa carpe. Ça fait référence à deux choses très connues. Donc voici l'idéal du taoïsme. Ce sont des gens qui disparaissent du monde, alors que dans le confucianisme, on est dans le monde. Arrive le bouddhisme, le bouddhisme alors qui arrive bien plus tard, qui arrive sans doute, enfin traditionnellement autour du 1er siècle après Jésus-Christ en Chine, qui se développe au 2e siècle et qui va devenir la 3e religion, la 3e doctrine de l'Extrême-Orient, qui est fondée justement sur le Bouddha. Le Bouddha médite et le Bouddha méditant va obtenir l'éveil qui est justement l'éveil que l'on va appeler dans le bouddhisme, et c'est ça l'extraordinaire, je dirais, coup de publicité du bouddhisme en Chine, c'est que les bouddhistes vont utiliser pour exprimer 2 concepts fondamentaux du bouddhisme indien. Le bouddhisme est né en Inde, bien sûr, il s'exprimait en sanskrit, mais les bouddhistes chinois vont utiliser le mot Tao, la voix, pour exprimer 2 choses. Ce qui est d'ailleurs ce qui n'est pas absurde, ce qui est, comme je viens de vous le dire, qui est dans le fond même du mot chinois Tao. C'est-à-dire le but de la pratique du bouddhisme. Et ici, vous voyez que le Bouddha, ici, nous n'avons que le terme des millions d'années de pratiques qui ont mené le Bouddha Shakyamuni à l'éveil. Mais donc, cet éveil que l'on appelle bodhi en sanskrit, va être traduit par Tao, la voix en chinois. Mais ces millions d'années, il va les passer à pratiquer la voie, à suivre le chemin de l'éveil. En chinois, c'est Bodhi Marga. Or, Marga veut dire la voie, mais ça va être aussi traduit par Tao. Donc, Bodhi Marga, si vous le traduisez en chinois, ça fait Tao, Tao, n'est-ce pas ? Ça fait un peu nom de restaurant chinois, mais donc vous voyez que la voie et son terme deviennent la même chose dans le bouddhisme chinois, ce qui a bien sûr produit une richesse de sens tout à fait extraordinaire. Je vous en donne quelques exemples. Alors, quel est l'idéal, la personne qui mène la voie à son but, en tout cas qui pratique la voie de façon efficace dans le bouddhisme? Eh bien, c'est le bodhisattva, n'est-ce pas ? On le connaît en français sous le nom de Poussa, donc le gros Poussa, mais le Poussa veut dire un bodhisattva, un être d'éveil. Et je vous donne deux exemples de bodhisattva. Vous avez le bodhisattva Kuan Yin, Kannon, qui est devenue une femme au Japon, n'est-ce pas, et qui est la représentante
importante, disons une sorte de personnification de la charité d'une certaine façon. Et vous avez un autre bodhisattva qui est très connu, qui s'appelle Fugen en japonais. Et là aussi, je vous donne un petit, pour vous montrer sa popularité, n'est-ce pas? Voici, vous voyez, il est reconnaissable à son éléphant blanc qui a parfois 6 défenses. Ici, on n'a pas mis les 6 défenses, et ici non plus d'ailleurs. Mais vous voyez qu'à l'époque d'Edo, vous avez encore des courtisanes qui sont représentées comme Fugen. Ce n'est pas du tout blasphématoire, ce n'est même pas parodique. C'est pour montrer que dans chaque dimension, il y a une façon de réaliser ce vers quoi on peut aller au maximum de ses facultés. Je vous en donne aussi un autre exemple. Vous avez dans le bouddhisme le zen, n'est-ce pas, le chan. Eh bien, vous avez deux personnalités très, très connues du zen qui sont chinoises. On les appelle Kanzan et Jittoku en japonais. Vous voyez, l'un lit parfois. L'un lit des écritures bouddhiques, le plus souvent, le représente aussi avec un sutra, et puis l'autre contemple la lune. L'un est reconnaissable à ce qu'il tient un texte, l'autre un balai, puisqu'ils sont aussi moines, n'est-ce pas? Donc ils pratiquent dans un monastère. Et à l'époque d'Edo, on voit ce genre de personnages, vous voyez, ce sont 2 jeunes courtisanes ou de servantes d'auberge pour le coup, et vous voyez qu'elles ont les mêmes représentations. L'une tient une lettre, cette fois une lettre de son amant, bien sûr, et puis l'autre a le balai. Et il n'y a pas du tout de côté blasphématoire ou parodique, c'est simplement pour montrer, voilà, elles sont dans le monde comme ces 2 illustres moines zen chinois étaient dans la religion. Alors, évidemment, au cœur du bouddhisme, vous avez aussi la sagesse, ce qu'on appelle prajna en sanskrit, qui a été traduit par le terme que nous avons vu dans Lao Tzu, n'est-ce pas, chie en japonais, qui est un terme qui est utilisé très souvent maintenant, et qui correspond à la sagesse supérieure des Bouddhas. Et elle est condensée dans un texte que tout le monde connaît au Japon, qui est le Sutra du cœur de la sagesse ou de la sapience, n'est-ce pas, le Makaranya Haramita Shingyo. Or, que dit ce petit texte très court que beaucoup de gens connaissent par cœur? Eh bien, il dit le monde phénoménal, le monde dans lequel nous sommes, n'est que vacuité. Mais la vacuité elle-même est le monde phénoménal. Et ce qui vous explique cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire que voilà, ces deux petites servantes d'auberge, ce n'est pas la vérité ultime du bouddhisme, mais c'est la façon dont la vacuité du monde apparaît chez nous, dans notre sphère, mais par-delà elle, on peut s'apercevoir de la nature réelle des choses derrière. Alors, telle est la sagesse dans le bouddhisme, et vous voyez que c'est une sagesse qui a de commun avec les deux autres doctrines d'être une sagesse opérative, c'est-à-dire elle n'est pas dirigée vers une contemplation métaphysique, mais elle sert à marcher dans la voie, à aller quelque part. Et donc, pour les bodhisattvas et les bouddhas, c'est-à-dire les bouddhas et ceux qui sont près de devenir bouddhas, la sagesse, c'est connaître le maniement ce qu'on appelle en japonais hoben, n'est-ce pas, qui recouvre en termes sanskrit upaya, que je traduis par les expédients salvifiques, les ruses, les stratagèmes, les tactiques, si vous voulez, qui permet au Bouddha et au Bodhisattva de juger des facultés des gens et, selon leurs facultés, de trouver des trucs, vraiment des trucs, pour aboutir, qui les mèneront à aller un pas de plus vers l'éveil, qui est la compréhension de la vacuité du monde. Donc la sagesse n'est pas une contemplation abstraite, c'est vraiment la contemplation, comment se débrouiller pour atteindre un but supérieur, mais quand même, c'est se débrouiller dans le monde. Et le meilleur argument que je puisse apporter à cela, c'est que la sagesse fait partie d'un groupe de 6 grandes vertus, les 6 grandes vertus qui sont le propre des bodhisattvas, donc justement des êtres d'éveil qui agissent dans le monde.
Parce que les bodhisattvas ont une double pratique. Ils pratiquent pour eux et ils convertissent les autres. Et pour convertir les autres, donc, ils ont ces 6 grandes vertus. Et vous avez une littérature très importante sur ces 6 grandes vertus. Et la grande vertu de sagesse, donc la prajna, le chiye, comment est-elle? On donne des exemples de l'excellence de ces vertus. Eh bien, pour l'excellence de la prajna, de la vertu, on parle d'un ministre de l'Inde ancienne, qui, à la mort du Maharaja, eh bien, avait réussi à répartir l'empire entre les différents héritiers sans qu'ils se querellent. C'était vraiment une sorte de Richelieu indien qui est donné comme le parangon de la sagesse des Bouddhas et Bodhisattvas. Vous voyez que c'est quelque chose de tout à fait terre à terre. Alors il ne me reste plus qu'un petit quart d'heure pour parler de mon personnage, de mon dernier personnage, donc, qui s'appelle Tominaga Chuki ou Nakamoto, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il est encore plus précoce que Mozart, puisqu'il est mort à 31 ans. Il a eu le temps de laisser 2 œuvres importantes, dont je vais parler de la dernière, qui s'appelle le Libelle ou la lettre du vieillard, Okina no Fumi en japonais. Tominaga Nakamoto fait partie de ces lettrés japonais extraordinaires de l'époque d'Edo qui ont, bien que mort très tôt, d'abord il était d'une famille, disons, je simplifie, mais enfin, famille proche des lettrés, donc il a semble-t-il commencé très tôt à étudier. Il est tombé malade très tôt aussi, malheureusement, si bien qu'entre 20 et 30 ans, il avait quelque chose comme une sorte de tuberculose osseuse qui est assez fréquente au Japon jusqu'à l'époque moderne. Il pouvait à peine se déplacer et il a passé son temps à lire en particulier les textes bouddhiques. Il avait un esprit critique très acéré et il s'est livré à une critique des 3 religions, en y ajoutant le Shinto, puisqu'il dit le taoïsme n'est pas passé au Japon. Vous allez voir que je vais donner un tout petit bémol à la fin. Le taoïsme n'étant pas passé au Japon, ce qui nous importe, nous, au Japon, c'est de démolir, il voulait déconstruire le bouddhisme et le confucianisme qui en ont un peu trop imposé à la société japonaise. Il serait temps de se dégager de cela. Et du Shinto de son époque aussi. Le Shinto, il enlève le taoïsme et il met le Shinto comme 3e doctrine à critiquer. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais simplement vous donner... Voilà ce qu'il dit des trois religions, donc bouddhisme, confucianisme et Shinto. Lorsqu'il parle des 3 voies de divinité, donc le Shinto, du confucianisme et du bouddhisme, les gens d'aujourd'hui, du Japon d'aujourd'hui, comprennent qu'elles sont à mettre en relation avec les 3 pays, l'Inde, la Chine, le Japon. Ils soutiennent qu'elles sont toutes 3 en accord unanime, ou bien qu'elles s'opposent mutuellement. Mais la voie que l'on peut nommer la voie des voies, vous voyez, Michi no Michi, comme je vous parlais tout à l'heure, le Tao, Je Dao, est distincte de celle-là. Il faut se rendre compte que les voies de ces 3 religions ne sont en rien conformes à la voie véritable. Il va poser, lui, ce qu'il appelle Makoto no Michi, la voie véritable au-delà de ces voies. En voici une raison. Le bouddhisme est voie de l'Inde, le confucianisme de la Chine. Les pays étant différents, ils ne peuvent être voie du Japon. Le Shinto est certes japonais, mais il est d'un autre temps et n'est pas la voie actuelle. Qu'elle soit d'un autre pays ou d'un autre temps, une voie est toujours une voie, dira-t-on. Mais le terme même de voie signifie originellement ce qui est praticable. Or, une voie non praticable ne peut être la voie véritable. Et l'on se doit de dire que ces 3 voies ne sont point praticables pour le Japon d'aujourd'hui. Alors, il va ensuite se livrer à une petite critique, en particulier pour montrer tout ce qui est dans des pratiques des bouddhistes indiens ou des confucianistes chinois qui ne peuvent pas être imités au Japon, n'est-ce pas? Et bon, je passe là-dessus. Mais
dans ses études, il se livre aussi à une véritable tentative de théorie de l'histoire des religions. Et il la résume ainsi, n'est-ce pas? Les religions sont toutes des constructions historiques. Je vous donne ce passage très intéressant. En règle générale, depuis l'Antiquité, ceux qui ont prêché leur voix et établi une religion ont toujours eu tendance à faire passer leur propre doctrine pour celle du fondateur originel, tout en essayant de dépasser ceux qui les ont précédés. Et il explique ainsi l'histoire du bouddhisme, du taoïsme et du shinto, chaque nouveau maître disant « mais c'est moi qui ai la vraie doctrine du Bouddha », et c'est comme ça, et il passe par-dessus la tête de ceux qui sont avant lui. C'est là une pratique constante qui égare la postérité, ignorante du fait. Et là, alors après cela, il va se livrer à quelque chose d'assez amusant, qui est une critique de ce qu'il appelle les prédilections vicieuses, les tics en japonais kusei de chaque religion. Et alors pour le bouddhisme, la prédilection du bouddhisme va à l'illusionnisme, que nous appelons de nos jours la prestidigitation. Les gens de l'Inde en sont très friands. Et si on n'a pas un tant soit peu recours pour agrémenter l'exposition de son enseignement, ils refusent d'y porter foi. Aussi, Shakyamuni fut-il expert en illusionnisme, donc le fondateur du bouddhisme. Et les pratiques auxquelles il s'adonna, celles que je viens de vous montrer, n'est-ce pas, les pratiques auxquelles il s'adonna 6 années durant, reclus sur une montagne, n'avaient d'autre but que d'apprendre cet art. Tous ces termes de métamorphose divine, pouvoir merveilleuse, divine force, que l'on trouve dans les textes canoniques, se réfèrent tous à des tours de magie. De même, l'apparition de l'univers dans un rayon de lumière émanant d'entre les sourcils du Bouddha, un thème très connu du Sutra du Lotus, le déploiement de sa langue immense jusqu'au ciel des dieux brahmanes, ainsi que l'apparition de 84 000 trônes dans une chambre minuscule, ou la transformation de Shariputra, le grand disciple, en femme par la nymphe céleste, tout cela est mis en pratique de l'illusionnisme. Vous voyez, c'est une sorte de David Copperfield, en quelque sorte. Ainsi, l'ensemble des enseignements, plus étranges encore, sur les causes et effets, et vous voyez, là, il mélange les deux niveaux, c'est-à-dire il y a les expédients salvifiques d'un côté, mais maintenant il y a la doctrine même du Bouddha qui passe dans l'illusionnisme. Ainsi, l'ensemble des enseignements plus étranges encore sur les causes et effets entraînant dans le cycle des existences, sur les vies et actions passées des bodhisattvas et leurs miracles, les diverses prédications mirifiques, tout n'est qu'expédient pour gagner la foi des gens. Si c'est là une méthode adéquate pour guider les gens de l'Inde vers la voie, il n'en faut pas tant pour les Japonais. Alors, pour le confucianisme, pour ce qui est du confucianisme, sa prédilection va à la rhétorique. La rhétorique, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'éloquence. Les gens de la Chine en raffolent. Et n'oubliez pas qu'il est dans une époque où l'enseignement du chinois classique, c'est comme le latin, n'est-ce pas? Les gens apprennent par cœur les classiques confucianistes, justement. Les gens de la Chine en raffolent. Et si l'on n'y excelle pas pour exposer son enseignement, ils refusent d'y porter foi. Si l'on veut des exemples pour mieux comprendre, afin d'expliquer le simple mot de rite que je vous ai montré tout à l'heure, n'est-ce pas, l'étiquette, alors qu'il suffirait de dire qu'il désigne avant tout les cérémonies de prise du bonnet viril, du mariage, des funérailles et du culte des ancêtres, on va parler de rite de l'homme en tant qu'enfant, de rite de l'homme en tant que sujet, de voie de l'humanité, on le définit en fonction des différents sens corporels, et enfin, en disant que le rite distingue le ciel de la terre, on va jusqu'à faire intervenir le cosmos. De même pour le mot de musique, un grand élément de l'enseignement confucianiste. Alors qu'on pourrait dire que la musique consiste à faire résonner cloches et tambours pour son plaisir, on s'exclame « La musique consiste-t-elle donc seulement en cloches et tambours ?» Et l'on va expliquer quelle est l'harmonie du ciel et de la terre. Et encore pour le mot « saint », qui désigne à l'origine un homme prudent et avisé, vous voyez, le sage. On en a élargi le sens jusqu'à en faire le fait de l'humanité, quelque chose de proprement miraculeux. Donc tous ces exemples ne font tous tant qu'ils sont que recouvrir d'une élégance pompeuse des choses d'une simplicité sans pareille afin d'attiser l'intérêt des gens, ce qui est un expédient pour les amener à soi. La rhétorique en Chine a donc la même fonction que l'illusionnisme en Inde, et ici encore, il n'en faut pas tant aux Japonais. Et puis ensuite, venons-en au Shinto.
qui a pour prédilection malheureuse l'occultisme. Il parle du Shinto de son temps, n'est-ce pas? Les transmissions secrètes, les traditions réservées, la manie de tout cacher. Et ça, c'est le Shinto influencé par le bouddhisme tel qu'on le trouve à partir du XVIe siècle au Japon. En général, lorsque l'on cache quelque chose, c'est qu'il y a eu fraude ou vol. Au moins dans les cas de l'illusionnisme et de la rhétorique, il y a des spectacles et des paroles dignes d'intérêt et propres à plaire, ce qu'il leur faut d'être considéré avec indulgence. Mais ce goût du secret, lui, nous semble en tout point méprisable. Alors, donc, il va nous dire après, il n'est pas jusqu'aux arlequinades du no et aux pitreries de la cérémonie du thé, où on ne leur emboîte le pas pour fabriquer de toutes pièces des sceaux de transmission de l'enseignement. Vous savez qu'il y a des rites de transmission d'enseignement. Et ce, par-dessus le marché, contre un prix fixé, ce qui fait de ces activités un simple gagne-pain. Quelle misère! Et si l'on nous demande pourquoi avoir mis au point de tels procédés, on va vous expliquer que c'est parce qu'il est bien difficile de transmettre simplement les enseignements à des gens dont les facultés n'ont pas encore mûri. Alors, donc voilà, il rejette tout ça. Et donc Nakamoto a fait le ménage et maintenant il va prôner sa voie et là on va être un peu déçu, n'est-ce pas? C'est normal, la critique est facile. Et puis, alors, dans toutes ces doctrines, il reconnaît qu'il y a un fond de morale commune et c'est ça qui va l'intéresser, naturel ou universel, qu'il appelle la voie véritable, Makoto no Michi, qui est aussi la voie réelle ou la voie véridique, qui est au fond des trois autres voies. Cette voie véritable n'a pas l'Inde pour origine, elle n'est pas transmise de la Chine, elle n'a pas commencé à l'âge des dieux au Japon pour devenir la coutume du temps présent, elle n'est pas descendue du ciel et n'a point surgi de la terre. Elle consiste tout simplement, pour les hommes de notre temps, à pratiquer ce qui, si on le pratique, rendra les gens heureux, nous mettra nous-mêmes à l'aise, ne fera surgir nulle difficulté et fera que tout se passe sans heurts. Et ce qui, n'étant pas pratiqué, provoquerait la rancœur d'autrui, nous mettrait nous-mêmes dans l'embarras, ferait se dresser de toutes parts les difficultés et nous réduirait à la stagnation. Bref, il s'agit de ce qui est naturel à l'homme et de ce sans quoi il ne peut agir. Il n'est nullement question de spéculation artificielle ni de création provisoire de l'esprit. Ainsi donc, à celui qui a pu prendre existence humaine dans le monde d'aujourd'hui, quand bien même il serait adepte des trois religions, il serait bien difficile de subsister, ne fût-ce qu'un seul jour, en renonçant à cette voie véritable. Nous la parcourons tous, n'est-ce pas, même si on n'en est pas au courant. Alors, je vous donne les 5 dernières minutes, ce qui définit la voie véritable. Il nous livre en conséquence son idée de la sagesse, donc. Or donc, pour en venir à ce que doit être la voie à pratiquer dans le Japon de nos jours, donc de la première moitié du XVIIIe siècle, elle consiste en ce qui suit. S'évertuer en toute chose au naturel, se fonder sur l'activité qui est la sienne propre, garder le cœur droit, une conduite juste, parler avec retenue, surveiller son comportement. Pour ceux qui ont des parents, s'appliquer à les servir. Et voici encore toute une liste. Pour ceux qui ont un maître, lui obéir de tout cœur. Pour ceux qui ont des enfants, les bien enseigner. Pour ceux qui ont des sujets, les bien gouverner. Pour celles qui ont un mari, lui être obéissante. Pour ceux qui ont une femme, la bien diriger. Pour ceux qui ont un frère aîné, le bien respecter. Pour ceux qui ont un frère cadet, lui témoigner de l'affection. Tout ça, c'est du confucianisme. Se montrer attentionné envers les gens âgés, être tendre à l'égard des tout jeunes, ne pas oublier les ancêtres, ne pas négliger la bonne entente familiale, tenir à la sincérité dans ses rapports avec autrui, etc., etc. Et donc, pendant ses loisirs, étudier. Alors, bon, le reste, et il donne. Et tout cela revient à une chose, n'est-ce pas? Être de son temps. Et je donne ce dernier paragraphe. Utiliser l'écriture moderne. Imano, n'est-ce pas? Je traduis par moderne, ce qui veut dire de maintenant. Donc il parle du Japon de son époque. Utiliser l'écriture moderne, donc fini du chinois classique et de la référence au sanskrit, etc. Utiliser l'écriture moderne, la langue moderne, c'est-à-dire le Japon tel qu'il est écrit et plus ou moins parlé à son époque. Manger la nourriture moderne, porter des vêtements modernes, utiliser le mobilier moderne, vivre dans des habitations modernes, suivre les mœurs modernes, respecter les lois modernes, se mêler à ses contemporains, ne pas faire le mal, pratiquer le bien. Cela constitue la voie véritable et c'est aussi la voie qui doit être pratiquée dans le Japon moderne.
Donc c'est un peu décevant au regard des immortels qui montent les grues et les carpes, n'est-ce pas? Mais c'est un projet tout à fait praticable. Malheureusement, cette voie véritable de Nakamoto, donc qui a fait une critique très profonde du bouddhisme et du confucianisme, va être repris par ce qu'on appelle les philologues nationaux, les kokugakusha au Japon, qui vont utiliser une partie de son travail pour élaborer un nationalisme japonais sur le rejet justement des trois doctrines continentales. Et ils vont utiliser une faille dans la démonstration de Nakamoto, dont je ne peux pas vous parler parce que c'est un peu long, mais dans cette idée de voie véritable, on va remettre la voie du Shinto ancestral véritable, n'est-ce pas? Et ça va être la voie ouverte cette fois-ci à une récupération, d'abord à un mouvement anti-bouddhique très important qui va se dérouler au Japon dans les années 1870, n'est-ce pas? Et puis le renouveau du nationalisme japonais qui ne va plus se référer qu'à lui, au Shinto, qui est devenu la voie véritable. Mais ce qui est intéressant dans ce petit livre dont je viens de vous lire quelques extraits, c'est qu'il se présente. Je vous dis que le taoïsme avait plus ou moins disparu du Japon. Mais ce petit livre est présenté dans une fiction littéraire par Nakamoto comme une écriture un peu mystérieuse qu'il avait trouvée chez un vieillard habitant loin de la ville, n'est-ce pas, dans un ermitage. Et donc ça se présente comme une révélation de quelqu'un qui a quitté le monde, qui s'est caché du monde, c'est-à-dire le lettré caché, le reclus, qu'on appelle en japonais inja, n'est-ce pas, et qui est l'héritier direct des reclus taoïstes, des gens qui fuient le monde, qui fuient la politique et qui fuient les quatre difficultés auxquelles Confucius faisait allusion. Donc vous voyez qu'il y a toujours des choses cachées, même dans les choses cachées, et nous avons dans cette révélation d'un lettré caché, c'est un artifice littéraire, un retour de la voie, mais de la voie taoïste au Japon. Il est 5 heures, donc je pense que j'ai à peu près rempli. Je suis désolé, comme vous voyez, mon cheval a non seulement été au galop, mais il s'est emballé. Nous avons peut-être quelques temps pour discuter de tout cela, et je vous remercie de votre attention. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Vous avez le micro à côté de vous, n'est-ce pas? C'est la voix du silence. Je peux... Je vais peut-être en profiter pour ajouter, pour ajouter quelques mots. Donc, la pensée de Nakamoto a été reprise plus tard après lui par un penseur japonais qui s'appelle Hirata Atsutane, qui va reprendre de façon beaucoup plus méchante que lui les critiques qu'il a avancées à l'égard du bouddhisme, et qui va présenter vraiment le bouddhisme au Japon comme une affaire de moines imposteurs, et de moines prévaricateurs, qui non seulement trompent le peuple, mais même font le malheur du Japon en imposant une vision pessimiste du monde, alors que le Japon est l'un des pays où il fait le mieux le vivre, n'est-ce pas, donc où il fait bon vivre et où on devrait profiter de la vie au maximum. Donc et c'est vraiment Hirata Atsutane, qui est mort en 1841, qui va mettre le feu aux poudres de ce sentiment anti-bouddhique qui va éclater un peu plus tard au Japon, et qui va mettre le Shinto donc comme religion à la fois certes de la maison impériale japonaise, mais aussi une certaine
une certaine restauration, je ne vais pas parler du culte de la nature, mais disons d'une espèce de réévaluation de la nature au Japon, de la nature comme émanant, comme milieu des dieux, n'est-ce pas, qui va se poursuivre assez longtemps. Et en même temps, il va y avoir un rabaissement des écritures chinoises au profit des écritures japonaises. On va vraiment, comme on dit maintenant, changer de paradigme, n'est-ce pas? Toute cette école des philologues nationaux vont remettre au cœur de la pensée japonaise les vieux textes mythologiques japonais en se débarrassant des sutras bouddhiques et du confucianisme. Bien sûr, tout cela ne durera qu'un temps et ils reviendront après en force. Voilà. Oui, monsieur. Alors, à l'époque où nous sommes arrivés au début du 3e millénaire, comment peut-on caractériser la diffusion, le partage ou la pratique de ces sagesses par la population japonaise d'aujourd'hui, s'il existe des formes d'indicateurs pour le mesurer? Comme vous savez, les statistiques religieuses au Japon sont toujours difficiles puisqu'elles dépassent toujours les 100%, parce que si l'on met par exemple êtes-vous bouddhiste, il y aura disons 60% des personnes qui vont répondre, êtes-vous shinto, il y aura 75%, et donc il n'y a pas chez beaucoup de Japonais, sauf ceux qui font partie de mouvements bien précis, mais dans la mentalité japonaise, je vous parle, disons, de la fin du XXe siècle, peut-être plus que du début du 3e millénaire, mais disons qu'il n'y a pas de distinction entre ces différentes, enfin, de distinction très claire entre ces différentes doctrines. Ce que je peux dire, c'est que ce mouvement de rupture du Shinto et du bouddhisme dans les années 70 du 19e siècle a scindé, à diviser ces deux religions qui étaient unies pendant près d'un millénaire. Et je pense que ça a été un tournant important, justement, parce que le Shinto soutenait le bouddhisme soutenait le Shinto. Maintenant, les deux sont séparés, assez clairement séparés, si bien que le bouddhisme, les gens quand un Japonais se dit bouddhiste, vous pouvez être pratiquement sûr qu'il appartient à un mouvement néo-bouddhique, c'est-à-dire, je ne veux pas parler du mot secte parce que en France ça a une mauvaise connotation, mais un mouvement bien délimité. On ne se dit pas bouddhiste comme on se dirait chrétien, comme on disait chrétien autrefois en France, n'est-ce pas? Et pour le Shinto, c'est pareil. Mais il y a quand même disons, une religion diffuse, ce que j'appelle un bruit de fond bouddhiste au Japon, qui est encore très sensible, et justement dans la langue japonaise. Beaucoup plus que par exemple dans la langue chinoise, dans la langue japonaise subsistent des termes bouddhiques très importants qui sont fondamentaux, n'est-ce pas, comme par exemple l'impermanence des choses, mujo, n'est-ce pas, des choses comme ça, qui sont beaucoup moins appuyées dans les autres langues. Donc le bouddhisme, la sensibilité bouddhique est encore très présente dans l'art, la pensée japonaise, et puis dans la poésie aussi. N'oubliez pas que les genres traditionnels de la poésie japonaise, bien que ayant beaucoup évolué, sont encore pratiqués encore maintenant. Et là aussi, l'esthétique sur laquelle elle repose est largement bouddhique. Donc je pense qu'il y a encore quelques beaux jours pour ces doctrines. Oui, merci beaucoup, monsieur le professeur. J'avais la même question, donc je fais seulement la remarque que je voulais faire. J'ai retenu qu'il y a deux mots qui s'apparentent un petit peu au prakrit. Premièrement, le mot Sankhya, qu'on retrouve Sankhya. Deuxièmement, le mot Chit. Chit veut dire aussi savoir en prakrit. Comment ces mots se retrouvent en Asie orientale? Merci. Quel est le premier mot que vous avez dit, monsieur? Pardon? Quel est le premier mot que vous avez dit? Les deux mots. Le premier mot, c'est Sankhya, Sankhya. Oui, mais je ne l'ai pas donné, là. Si, j'ai lu tout à fait au début, là. La première ligne, c'était Sankhya. Peut-être que je prononce mal le japonais, mais j'ai vu Sankhya, le premier transparent, là. Ah, Sankhya, oui, d'accord, oui. Voilà. Oui, oui. Et le deuxième, c'est Chit. Oui, d'accord. Oui, eh bien, oui, là ce sont des assonances
Chit, vous pensez au mot sanskrit qui veut dire, ou Prakrit, qui veut dire la pensée, n'est-ce pas? La pensée. Oui, mais ce sont des ressemblances fortuites. San Jiao veut dire, San, ça veut dire trois, et Jiao veut dire les doctrines. Donc ça ne correspond pas à Sankhya, au terme indien Sankhya. Et quant à Chit, la pensée, Chitta, Bodhicitta, etc., c'est traduit en chinois japonais par un autre mot qui correspond au cœur, pour Shin, n'est-ce pas? Mais il y a énormément, mais vous avez raison de signaler qu'il y a énormément de termes d'origine indienne, Prakrit, ou par exemple, je vais parler de Chan, la méditation, le Chan, le Zen, n'est-ce pas? Le terme chinois, c'est Channa, et ça reprend un terme indien, c'est dhyana en indien, en sanskrit, mais c'était un mot certainement quelque chose comme Jhana en indien, en moyen indien, et c'est passé tel quel en chinois puis au Japon. En effet, c'est tout à fait. Il y a énormément de termes sanskrits qui sont passés et qui existent encore dans la langue japonaise. Je vous ai parlé de la sagesse, n'est-ce pas? Hanya. Hanya, donc, c'est le terme moyen indien, Prakrit, Panya, n'est-ce pas? Panya. Et c'est amusant parce qu'en chinois moderne, on prononce ça Poja, ce qui ne ressemble plus du tout au terme sanskrit, alors qu'au Prakrit, en japonais, on le prononce Hanya, vous voyez, et c'est presque la même chose. Enfin, autrefois, ça se prononçait Panya. Donc les Japonais ont gardé beaucoup de prononciations archaïques de termes bouddhiques. Merci beaucoup de cette remarque. Bonjour monsieur le professeur. Pardon, monsieur. Bonjour messieurs, dames. Oui, je voulais vous poser deux questions. La première question, y a-t-il des comparaisons entre les différentes civilisations, c'est-à-dire dans le sens, là vous nous avez expliqué par rapport à l'Asie, le Japon, la Chine, mais est-ce que vous avez trouvé des similitudes dans la voie de la sagesse? Parce que la dernière conférence, notamment orientale avant le Coran, on retrouve, quand j'écoute vos lectures, je retrouve des points communs. Est-ce que vous avez pu, dans vos recherches, trouver ces points communs? Quels sont-ils? Et puis ensuite, par rapport à l'Amérique du Sud, d'autres civilisations. Et je me suis posé la question aussi en vous écoutant, est-ce qu'il n'y a pas eu des communications entre différentes civilisations, recherches et autres? Et puis la deuxième observation que je fais, c'est au sujet de la récupération de certains esprits politiques, puisque vous avez parlé du nationalisme pour les Japonais qui sont inspirés de certaines philosophies. On retrouve un peu partout, dans toutes les civilisations, à travers les siècles, des gens qui récupèrent certains politiques, je ne vais pas faire de politique, hein, on est bien d'accord, mais ce que je veux simplement dire, ils s'inspirent de philosophie ou d'esprits religieux sans avoir bien compris l'essence. Excusez-moi, un peu long, merci. Merci, monsieur. Pour la première question, oui, comme vous le voyez, je pense qu'il y a beaucoup de points communs avec les trois premières conférences dans le fait, mais c'est difficile à dire. Évidemment, beaucoup de choses sont passées du Proche-Orient vers l'Extrême-Orient. Aussi, par exemple, il y a des textes religieux, mais en même temps de sagesse, comme le Dharmapada, vous savez, qui était rédigé en pali, mais il y a une version sanscrite qui est passée en Chine assez tôt, avec c'est vrai que ce qu'on pourrait assimiler à des maximes de sagesse qui ressemblent beaucoup à ce que mes collègues ont dit avant. On pourrait même citer quelques exemples. Mais par exemple, ce que nous voyons ici avec Nakamoto, alors, il est assez habile parce que, mine de rien, dans les maximes naturelles qu'il dit, enfin évidemment pratiquer le bien et s'abstenir du mal, mais en même temps, il cite tel quel un vers d'un texte bouddhique chinois très connu, n'est-ce pas? Donc, il prend ce qui est le plus naturel dans les diverses sagesses à son compte. Alors, il y a une sorte de spontanéité, n'est-ce pas? Cette sagesse de terre à terre, enfin terrestre plutôt, eh bien on peut certainement la reconstituer chacun de son côté. Qu'il y ait des liens entre elles,
c'est évident, et aussi du fait que, par exemple, Nakamoto reprend toute la tradition qu'il a critiquée. Il la reprend, mais en garde des fragments. Donc, je ne pense pas qu'on ne peut pas le considérer comme quelqu'un coupé d'une tradition, je dirais, eurasiatique. Maintenant, pour ce qui est de votre deuxième question sur la récupération nationalisme, et je n'ai peut-être pas bien compris la fin. Oui, excusez-moi. Par rapport à d'autres civilisations tout au long des siècles, que ce soit européennes, occidentales ou en Asie, certains esprits politiques ont récupéré à travers le siècle les esprits des philosophes, des religions, etc. Pas toujours à bon escient parce qu'ils n'ont pas tout compris. Enfin, ça c'est un autre problème. Merci. C'est difficile, oui. Bon, il est assez fascinant de voir que beaucoup de pays découvrent chacun l'eau chaude à son tour, n'est-ce pas? Et l'une des... Je n'ai rien contre le flamand, bien au contraire, je suis c'est une langue qui me passionne. Mais dans les études linguistiques, il y a un exemple typique, n'est-ce pas, de cette exagération de la langue et de la sagesse et des traditions locales, par l'exemple d'un penseur flamand de la fin du XVIe siècle, dont j'ai oublié le nom, qui avait, dans ses recherches, avait établi que toutes les langues de la Terre dérivaient du flamand, y compris l'hébreu, et que la sagesse primordiale s'exprimait en flamand. Alors vous avez là quelque chose d'un peu de la même façon, n'est-ce pas? Et Nakamoto était quelqu'un d'extraordinairement intelligent et assez mesuré. Mais Hatsutane, qui était après lui, qui a pris ses armes chez Nakamoto, les a entraînées beaucoup plus loin. Alors pour lui, en effet, tout venait du Japon, des dieux du Japon, et le reste de l'univers avait perdu cette doctrine originelle qui venait du Japon. Donc il a fait le même travail un peu que ce philologue flamand dont le nom m'échappe pour l'instant. C'est là aussi, comme pour la sagesse des nations, si l'on peut dire, il y a une sorte de spontanéité dans la réaction qui est touchante par certains côtés. Puis si ça peut inciter les gens à faire du flamand, c'est très bien. On vient de reconnaître alors le flamand de l'Ouest, qui est parlé dans le nord de la France, comme langue minoritaire à enseigner dans l'éducation nationale. Donc vous voyez, il y a de bonnes conséquences. Excusez-moi, peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, nous arriverons donc comme ça à 17h15 et je suis désolé de vous avoir fait commencer ainsi la Semaine Sainte, mais j'espère que vous consolerez la prochaine fois, le 9 mai, avec la conférence de mon collègue et ami Philippe Hoffman, qui nous parlera des sagesses grecques. Et je vous remercie pour aujourd'hui.